Maintenant, on passe aux échantillons non probabilistes. Donc, les échantillons non probabilistes sont les échantillons les plus utilisés par les chercheurs en sciences de gestion. Les sciences économiques travaillent un peu avec les échantillons probabilistes, mais les sciences de gestion ne travaillent pas beaucoup avec les échantillons probabilistes. Pourquoi? Parce que les répondants ne sont pas vraiment accessibles et on a vraiment besoin de passer énormément de temps. Et donc, lorsqu'ils ont ces limites, limites de temps, deuxième limite, c'est la limite d'accès à l'information, parce que même si j'ai la base de sondage, est-ce que Maroc Télécom va me laisser contacter tous ses clients? Ça m'étonnerait. Lorsque j'ai ces limites d'accès au terrain, là, on fait appel aux échantillons par choix raisonné. Il faudrait juste le justifier et justifier qu'en quoi l'échantillon probabiliste ou la mise en œuvre de l'échantillon probabiliste nécessiterait des moyens et des ressources humaines et temporelles qui dépassent la capacité du doctorant. Ça suffit de l'écrire noir sur blanc et de l'écrire au niveau de votre chapitre de méthodologie. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir justifier le passage aux échantillons non probabilistes. Mais j'insiste sur cela. Il faut justifier avant de sélectionner l'échantillon non probabiliste parce que c'est l'échantillon probabiliste qui est le plus, j'allais dire, qui est le plus recevable, qui est le plus acceptable en études quantitatives. Et donc, je vais commencer par le premier type d'échantillon, c'est l'échantillon par choix raisonné. Alors, l'échantillon par choix raisonné, c'est lorsque tout simplement le chercheur va effectuer des jugements qui devraient être objectifs. Et donc, en revenant sur l'exemple de tout à l'heure, alors, je pourrais me baser sur ça. L'échantillon à plusieurs degrés. Hein. Donc, l'échantillon à plusieurs degrés, je sais que j'ai beaucoup de sous-ensembles, etc., etc. Et donc, je pourrais me baser sur cela pour mes choix raisonnés. Je vais dire, nous avons plusieurs critères de sélection de l'échantillon. Nous avons le critère de la localisation géographique, nous avons le critère de l'âge, nous avons le critère du genre, nous avons le critère de la catégorie socio-professionnelle, nous avons le critère de l'usage, du fait d'être utilisateur ou non des nouvelles technologies. Donc, j'ai 6 ou 12 critères. Pour chaque critère, j'ai beaucoup de modalités. Et donc, on va faire des jugements, tout simplement. On va juger. On pourrait aussi faire plus ou moins une combinaison de méthodes aléatoires et probabilistes dans le sens où si j'ai tous les critères qui sont là, je pourrais faire un échantillon aléatoire juste des critères, mais pas au niveau de la population. Rien ne m'empêche de faire ça. C'est-à-dire, j'ai 12 critères, donc je vais choisir aléatoirement 2 ou 3, ou alors je pourrais les choisir par choix raisonné. On va dire, je vais choisir les 18-24 ans, je vais choisir les 30-35 ans, et je vais choisir les autres. Donc, une fois vous présentez ces choix, ou vous présentez ces jugements-là, il faudrait juste que vos jugements soient défendables. Mais par la suite, c'est normal que vous ne pouvez pas choisir l'exhaustivité. Et donc, on va choisir l'échantillon qui pourrait nous donner les résultats les plus fiables, les plus acceptables et qui pourrait nous aider à proposer ou à apporter une valeur ajoutée à la communauté scientifique. C'est-à-dire, je n'irai pas chercher un segment de l'échantillon juste pour montrer que j'ai traité l'exhaustivité, tout en sachant très bien que ce sont des gens qui ne vont m'apporter aucune valeur ajoutée. Et donc, les raisons derrière le choix d'une cible est très objectif et bien entendu, il est en relation avec les résultats que vous cherchez à apporter. La méthode des quotas. La méthode des quotas, dans sa logique, elle ressemble beaucoup à l'échantillonnage stratifié. C'est lorsque j'ai une population qui s'organise sous forme de groupes homogènes ou de segments, et moi j'ai envie d'avoir un nombre de répondants par segment. Par exemple, le prêt-à-porter. Je travaille sur le prêt-à-porter et j'analyse le comportement des Marocains vis-à-vis des marques prêt-à-porter. Je sais dès le départ qu'au niveau du prêt-à-porter, nous avons 3 grands segments. Par exemple, les hommes, les femmes et les enfants. Bah, plus les bébés, la périculture. Donc, je pourrais avoir 4 grands segments. Hommes, femmes, enfants et bébés. Maintenant, le comportement d'achat du prêt-à-porter pour chaque groupe est différent de l'autre. Et donc, si j'ai un échantillon de 600, par exemple, je vais essayer de le répartir en fonction de ces 4 gros segments.
Je vais voir est-ce que les 4 segments sont égalitaires ou est-ce qu'il y a des segments qui sont majoritaires. Pour cela, je devrais me baser sur des études déjà existantes qui pourraient me dire quelle est la proportion des femmes qui achètent ou de l'achat des femmes par rapport à l'achat des hommes, par rapport à l'achat des bébés, etc. Ça représente combien dans le marché du prêt-à-porter d'une manière générale. Pour cela, il me faut des statistiques, des rapports de magazines ou autres. Donc, il me faut un peu pour délimiter plus ou moins les tailles, surtout en matière de pourcentage. Donc, si j'ai 40% de vêtements achetés, par exemple, par période ou par an, concernent les femmes, 20% concernent les hommes, 20% qui concernent les enfants et 10% qui concernent les bébés. Je ne sais pas si j'ai fait le compte qui est bon ou pas. En tout cas, dans mon échantillon, qui est celui de 600, il faudrait que j'ai la même répartition. 40% des femmes, 20% des hommes, 20% des enfants et 20% des bébés, tout simplement. C'est ça la méthode des quotas. C'est-à-dire, je commencerai à recueillir, si je dis 20% des 600, donc c'est 120 personnes. Donc j'ai 120 hommes, 120 enfants et 120 bébés, par exemple. Et donc, je vais commencer à collecter auprès des hommes jusqu'au fait d'atteindre les 120. Est-ce que je vais m'arrêter à 120? Idéalement, non. Il faudrait que je rajoute un tout petit peu plus. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y aurait certains répondants qui n'auraient pas achevé le questionnaire jusqu'à la fin, certains répondants qui m'auraient répondu n'importe comment, etc. Donc, il y aurait forcément des erreurs. Donc, je rajoute un tout petit peu pour retenir enfin 120 hommes, la 120 réponses d'hommes exploitables. Et après, 120 réponses concernant les enfants exploitables. Bien sûr, je ne vais pas poser la question aux enfants, mais je vais poser la question aux parents concernant l'achat de leurs enfants. Et ainsi de suite. Et donc, c'est ça la méthode des quotas. Donc, la méthode des quotas, moi, je trouve que c'est une bonne méthode, c'est une très belle méthode, et qui s'approche un tout petit peu de ces logiques probabilistes, parce que nous n'avons pas vraiment l'échantillon probabiliste, mais nous avons des pourcentages d'échantillons qui répondent à des normes d'objectivité. Et ça, c'est un plus. Hein. Le dernier échantillon, qui est celui de la convenance, c'est la star des échantillons des doctorants. Pratiquement 80% des doctorants travaillent par échantillon de convenance. C'est quoi l'échantillon de convenance? En 2 mots, c'est l'échantillon de ceux qui ont bien voulu répondre. Point. Ça s'arrête là. Et je n'abuse pas du langage, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, je vais recevoir ou je vais accepter toute personne qui est volontaire. Pourquoi? Parce que je me dis, je suis déjà chanceux d'avoir ces réponses et je ne pense pas que je pourrais avoir tous les critères d'objectivité pour recenser qui je veux de la catégorie que je veux. Parce que c'est une cible qui est inaccessible, ou parce que c'est une cible qui n'a pas le temps, ou parce que c'est une cible qui ne répond pas souvent au questionnaire. Et donc, l'échantillon de convenance, si j'ai par exemple 600, eh bien tout simplement, là j'aurai 600 répondants, et donc les 600 qui ont bien voulu répondre. Après avoir collecté les réponses de ces 600 répondants, par la suite, je vais découvrir quelle est la structure de l'échantillon. Donc, il se compose de qui? Hommes, femmes, catégorie d'âge, CSP. Bon, je vais découvrir par la suite. Vous voyez, c'est pour ça que déjà, je réponds à une question qui est souvent posée par les doctorants concernant l'échantillon. Est-ce qu'on met la structure de l'échantillon au niveau du chapitre méthodologique ou est-ce qu'on met la structure de l'échantillon au niveau des résultats? Ça, c'est une question qui se pose. Donc, lorsque j'ai un échantillon probabiliste, ou lorsque j'ai un échantillon de choix raisonné, ou lorsque j'ai un échantillon par méthode de quota, là, je vais présenter tout cela au niveau de la méthodologie. Pourquoi? Parce que ce sont mes choix. Et par la suite, au niveau des résultats, je vais présenter juste les résultats de mes questions. Par contre, lorsque j'ai un échantillon de convenance, la structure de l'échantillon, je vais la découvrir a posteriori. Et donc, lorsqu'on va la découvrir a posteriori, bien entendu, il faudrait la présenter au chapitre des résultats, c'est-à-dire juste avant la présentation des résultats univariés et bivariés, et bien entendu, avant de passer aux résultats des tests des hypothèses, etc. Là, je vais commencer par présenter la structure de l'échantillon pour dire voilà ce que j'ai. Et donc, ça va être un guide pour l'interprétation des résultats. Et donc, je vais interpréter les résultats compte tenu des spécificités ou compte tenu des limites
de cet échantillon-là ou sa capacité à généraliser les résultats.